Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Valérie Degg, je suis conseillère cadre à la direction des soins infirmiers pour les pratiques professionnelles. Donc, pour les personnes qui sont dans la salle avec nous, on va vous demander d'essayer de garder le silence le plus possible parce que sinon les caméras vont vous chercher puis vous avez le sujet pour les gens qui sont en ligne avec nous. On va prendre les questions seulement à la fin de la présentation. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez les écrire là, dans la discussion et puis je vais les partager à Carole No. Carole No qui est notre support clinique à la DSI pour les soins de la peau et des plaies. Donc, je vais la laisser se présenter. Bonne présentation. Bonjour, merci d'être là, c'est super intéressant. Là, il faut juste que je m'habitue un petit peu. Donc, Valérie, elle a fait les rappels, comme de quoi qu'on ferme les cellulaires, s'il vous plaît, puis qu'on essaie de ne pas jaser. Bon, moi, je travaille comme support, comme Valérie l'a dit. Mon parcours, c'est que j'ai gradué il y a quelques années. J'ai travaillé les 14 premières années dans une agence de nuit. Je peux vous dire que c'est pas là qu'on apprend à faire des pansements. Et par la suite, j'ai découvert les CLSC à Laval, d'abord avec le CLSC Sainte-Rose, où j'ai eu la chance de travailler de soir. J'étais toute seule de soir, donc je voyais jour après jour les mêmes patients. Donc, en soins de classe, c'est très intéressant parce que tu vois la progression. En tout cas, moi, je me posais énormément de questions. Pourquoi ça fait ça? Puis, bref, ça allait attirer mon attention, mon intérêt. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai suivi des formations. À un moment donné, un prof était peut-être tanné de m'entendre lui poser des questions. Elle dit, ceux qui sont intéressés, il y a un micro-programme en soins de plaie de 2e cycle à l'Université de Sherbrooke, Pavillon Longueuil. J'ai fait ça. Par la suite, je me suis proposée pour le comité d'expertise. Donc, en 2018, je crois, j'ai intégré le comité d'expertise en soins de plaie avec Nadie Leclerc, Solange Boucher et Louise Tremblay. Je ne sais pas si c'était nos deux mots à ce moment-là. Fait que depuis ce temps-là que je suis dans le comité d'expertise. Bon, ça c'est pour d'où je viens. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder le principe hygiène des plaies. Bon, on va regarder pourquoi les soins des plaies, c'est un problème. Les coûts qui sont reliés aux soins de plaies, comment on peut intervenir, puis qu'est-ce que ça veut dire une plaie chronique, puis après ça, on va voir l'approche simple en 4 étapes. Bon, pourquoi c'est un problème? À l'hôpital, moi, mon background, c'est plus soins courants, communauté, donc je sais que c'est une grosse charge de travail. Là, peut-être dans les CLSC, là, c'est peut-être 75% de notre charge de travail, c'est les soins de plaies. Donc, c'est ce qu'on fait de plus. Mais si on regarde, supposons les statistiques au niveau du Canada, en 2010, les soins de plaies coûtaient environ 3,9 milliards de dollars par an en coûts directs. À ce moment-là, il évaluait à 30% la progression des coûts sur un 10 ans. Donc, ça nous ramenait à 5 milliards. Puis là, avec l'inflation depuis, aïe, ça coûte très, très cher. Ensuite, on sait que les personnes vivent de plus en plus longtemps, mais plus on avance en âge, plus on a des problèmes de santé chroniques comme l'insuffisance veineuse, insuffisance artérielle et le diabète. C'est des comorbidités qui augmentent le risque de plaies difficiles à guérir. Puis ensuite, bon, Diabète Québec, ils ont estimé à 1,2 million de diabétiques au Québec. Ça, c'était, je pense, des chiffres en 2020. Puis, il y a plus d'un quart de diabétiques qui ignorent qu'ils le sont. Donc, ils ne contrôlent pas leur glycémie. Ils sont souvent en hyperglycémie, donc des problèmes qui en découlent. Bon. Donc, selon vous, ça serait quoi les coûts? La majorité des coûts qui sont reliés aux soins de plaie, est-ce que ce serait le matériel, les soins infirmiers, les hospitalisations? Là, vous avez le droit de parler. Oui? Le fait de garder le patient à l'hôpital. L'hospitalisation. Excusez. Donc, ça représente la majorité des coûts, effectivement. Fait que si on regarde les coûts directs, le matériel, c'est peut-être un quart des frais. C'est pas grand-chose quand on regarde les soins infirmiers qui sont de 33 à 41 et les frais d'hospitalisation. Donc, c'est l'hospitalisation qui coûte excessivement cher. Qu'est-ce qui influence? C'est évidemment le temps de cicatrisation, la fréquence de changement de pansement et les complications en cours de traitement qui nous amènent à l'hospitalisation.
peut intervenir. Depuis les années 2000, les évidences s'accumulent pour justifier le retard de cicatrisation par la présence de biofilms. Avant les années 2000, on n'avait pas conscience de ce phénomène-là qui existe partout. Les dentistes, ça fait des décennies qu'ils savent que la plaque dentaire, c'est du biofilm, il faut l'enlever. Mais en soins de plaie, c'était plus difficile parce qu'on se fiait à la culture de plaie, qui, elle, ne détecte pas le biofilm. Ça a pris un chercheur qui était assez obstiné pour dire il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, ils en ont découvert dans les années 2000. Fait que, c'est quoi le biofilm? Là, on a une vidéo pour mettre le son qui explique un petit peu mieux que. Les infections associées au biofilm, un enjeu majeur de santé publique. Au sein de l'organisme, les bactéries vont chercher à se fixer sur une surface. De préférence du matériel médical ou une prothèse, pour ensuite s'y développer. C'est le biofilm. Sous forme isolée au sein d'un organisme, les bactéries sont vulnérables aux antibiotiques et aux cellules immunitaires. Un biofilm est une communauté de micro-organismes adhérents sur une surface qui produit une matrice, une sorte de gel, adhésive et protectrice. Nous savons aujourd'hui que 80% des bactéries vivent sous forme de biofilm qui est en fait leur mode de vie naturel. La communauté de micro-organismes dans le biofilm va se développer sous la forme d'un réseau extrêmement bien organisé et très finement régulé. Ce biofilm va permettre une protection mécanique des bactéries, une sorte de bouclier, et ainsi les protéger contre les cellules immunitaires et les traitements. À l'intérieur du biofilm, du matériel biologique, par exemple des gènes de résistance aux antibiotiques, peut s'échanger entre les bactéries. Les bactéries peuvent également ralentir leur métabolisme et entrer en dormance, limitant également l'action des traitements. Ainsi, le biofilm constitue un réservoir de bactéries qui vont être relarguées de façon périodique ou continue au sein de l'organisme. Ces dernières pourront alors s'installer ailleurs dans l'organisme et y créer potentiellement d'autres foyers infectieux. C'est ce que l'on retrouve dans un très grand nombre de maladies infectieuses dites chroniques. Le biofilm est impliqué dans 80% des infections chroniques et 60% des infections acquises au sein d'un établissement de santé. On retrouve des infections associées au biofilm, par exemple dans le cadre d'endocardite, de pneumopathie, de plaies cutanées, et ce type d'infection contribue de manière très importante aux infections nosocomiales. Le développement de nouvelles stratégies technologiques destinées à prévenir ou contrôler la formation des biofilms est donc essentiel. Désolée pour le petit problème technique. En pratique, ça avait très bien été, mais pour une fois, je ne suis pas la cause. Je suis quand même contente. Est-ce qu'on. C'est moi qui. Oui, tu peux y aller. C'est parce que je suis un petit peu dinosaure avec la technologie selon mes enfants. Donc si vous avez bien compris, donc c'est des bactéries qui se mettent ensemble, s'abritent d'un tempo, qui sont imperméables à tout, que ce soit nos cellules immunitaires ou les pansements, ou, sauf ceux dits antibiofilms, bref. Donc, en 2010, ils ont dit, OK, donc on va faire un algorithme de dire comment on va procéder. On a une plaie qui ne progresse pas comme elle devrait. Puis, même avec l'usage d'antibiotiques, ça ne bouge pas. Fait que là, on va avoir une suspicion de biofilm.
Puis, à ce moment-là, bon, on veut diminuer la charge bactérienne, donc on va y aller un peu comme le brossage des dents. On ne fait pas juste mettre de la pâte à dents avec notre doigt puis le passer. On va aller brosser. Donc, un nettoyage vigoureux, un débridement. Puis ensuite, on va empêcher la reformation par un pansement antimicrobien. Parce que ceux qui vont avoir été sortis un peu de les bactéries planctoniques qui vont être sorties de leur tempo, si on veut dire, bien, eux autres vont être fragiles aux antimicrobiens. Donc, fait que là, après ça, on revenait à la régulation et on... excusez. Puis on repartait le cycle. On attendait. Fait que là, je peux-tu... Oui, juste Ouais. OK. Ouais. Donc, ça, c'était en 2010 ce qu'on devait faire. Partage plus. On ne partage plus? C'est bon? C'est bon. Fait qu'en 2019, un groupe d'experts se sont réunis puis ont dit comment ça se fait que malgré les pratiques exemplaires, malgré les nouveaux pansements, maintenant qu'on sait comment gérer le biofilm, comment ça se fait que ça reste toujours un gros problème? 2 à 6 de la population mondiale qui souffre de plaies chroniques. C'est quand même assez considérable. 16,4 des antibiotiques, la prescription d'antibiotiques est reliée aux soins de plaies. Quand on pense à la résistance aux antibiotiques, c'est quand même important. Il y a un impact sur le système de santé énorme, surtout en temps infirmier. Puis, il y a quand même la diminution de la qualité de vie chez la personne qui est atteinte de plaies chroniques. Donc, c'est des coûts qui sont humains, astronomiques. On a juste à penser à certaines plaies qui peuvent durer des années sur un ulcère diabétique ou des ulcères de jambes. Fait que, tu sais, c'est comme t'es des années sans pouvoir te baigner. Bon, bref. Alors, ils se sont dit, mais c'est quoi le problème? C'est quoi qui nous manque? Puis, celle qui était un peu le leader de ce groupe-là, c'est une infirmière que sa fille, elle étudiait en linguistique. Là, ils se sont posés comme question, bien, quand on parle de plaies chroniques, vous, qu'est-ce que ça... À quoi vous pensez quand on dit plaies chroniques? Vous avez le droit de parler. C'est une plaie qui ne guérit pas, qui dure longtemps, elle n'évolue pas, même malgré nos traitements. C'est ça. Ça donne comme une idée qu'il y a quelque chose à faire ou ils n'ont pas trop sûr. T'sais. On s'attend à ce qu'une plaie chronique, ben, elle n'évolue pas. Donc, ça dure longtemps, ça ne guérit pas. Puis, souvent, ça donne... Plaie chronique, c'est comme s'il n'y avait pas de défi, il n'y avait rien à faire. Donc, on dit, on va changer ça pour dire qu'au lieu de dire plaie chronique, on va dire plaie difficile à guérir. Ah, on change la terminologie, puis là, il y a un petit défi. Ceux qui aiment des défis, c'est vraiment le fun. Plaies complexes aussi. Souvent, les cliniques spécialisées, c'est de plaies complexes. Ensuite, ils ont dit, bien, on va assumer, ça, c'était sensiblement la même chose en 2010, c'est qu'on assume qu'une plaie qui ne progresse pas, on va assumer qu'il y a du biofilm dedans. Ensuite, bien, on va élaborer une approche systématique qui est simple, que tout le monde, tous les intervenants en soins de plaie vont pouvoir appliquer. Parce qu'en soins de plaie, ce qui arrive, c'est que dès qu'on a affaire à une plaie, on sait qu'on a des personnes un peu plus expérimentées. Si le moindrement on manque de confiance, on ne touchera pas. Ah, ça, c'est pour l'infirmière en soins de plaie. Ça, c'est pour la stomo. On ne s'implique pas. Puis, c'est malheureux parce que c'est ça qui fait que les plaies se chronicisent. Donc, c'est un des constats. Donc, manque de confiance, manque de connaissance. Alors, à quoi vous pensez quand on parle d'hygiène? On parle du lavage. Oui. Souvent, la première chose qui vient, hygiène des mains, hygiène dentaire, hygiène corporelle. On espère que les gens le font souvent, régulièrement, puis qu'on n'attend pas, supposons, pour reprendre l'analogie, qu'on n'attend pas l'hygiéniste dentaire avant de brosser nos dents. Okay? C'est pour ça qu'ils ont parlé d'hygiène, pour dire tout le monde le fait, puis on le fait souvent. La plupart des gens. Donc, ils ont établi une approche simple en 4 étapes. Le nettoyage de la plaie et de la peau
périlésionnelle, le débridement de la plaie, le remodelage remodelage des bords de la plaie et l'application d'un pansement. Ça ressemble pas mal à ce qu'on avait en 2010. Donc, le nettoyage de la plaie et de la peau alentour doit être fait à chaque changement de pansement. C'est quand même assez clair. Mais avec quoi qu'on nettoie? De l'eau salée. De l'eau saline, de l'eau stérile. À l'hôpital, c'est pas mal ce que vous avez. OK? Dans la communauté, c'est parce qu'à l'hôpital, ça serait difficile d'envoyer vos patients à la douche. Mais dans la communauté, bon, avec mon école, je suis en retard, là, ben, c'est quand ils peuvent aller dans la douche, c'est go. Les chirurgies, sinus plein dedans, enlève ton pansement, vas-y dans la douche. En fait, c'est qu'il y a eu des méta-analyses qui ont dit, des méta-analyses, c'est des analyses d'analyse. Donc, qui ont statué qu'il n'y a aucune différence dans la désinfection si on utilise de l'eau stérile, du NaCl ou de l'eau de l'aqueduc. Aqueduc, pas de pluie, là. Okay? C'est pas vraiment ça qui va faire la différence. La différence, c'est la quantité qu'on utilise et qu'elle soit à température du corps le plus possible. Parce que si on imagine supposons, je ne sais pas combien il fait ici, là, mais supposons, on va dire une bouteille de NaCl à 20 ou des fois qu'elle est sur le bord de la climatisée, c'est qu'on baisse, on irrigue notre plaie, bien, on baisse notre température de la plaie drastiquement. Pour une personne jeune en santé, c'est pas si problématique parce qu'on a le métabolisme pour dire, bien, on prend, tu sais, nos cellules vont dire, bien, si on y va avec une personne âgée, que déjà son métabolisme est très lent, bien là, on vient de perdre plusieurs heures de guérison. Donc, et pourquoi on nettoie la peau périlésionnelle alentour de la plaie? Oui. Parce qu'il peut y avoir des bactéries autour, on va nettoyer pour que ça aille dans la plaie. Parfaitement. Donc, souvent, ce qu'on disait, c'est que tout ce qui est couvert par le pansement. Et on oublie souvent aussi qu'au niveau des jambes, quand on a un bandage, bien, est-ce que c'est rare que les gens vont penser à nettoyer la jambe au complet pour changer un pansement mais c'est essentiel. Puis, bon, ben là, les filles en première ligne disaient oui, mais tu sais, des fois, on est chez eux, puis on ne trosse pas. On ne fait pas confiance à la salubrité du milieu. Bien, à ce moment-là, il peut y avoir les petites lingettes nettoyantes, là, sans rinçage, qu'on peut utiliser, puis on passe rapidement, juste pour être sûr qu'on a, enlevé les peaux mortes, puis aussi décontaminer pour éviter que ça se recontamine. Donc, comme vous avez dit, retirer les peaux mortes, retirer les callosités pour décontaminer la peau. Maintenant, débridement de la plaie. Le mot débridement, il fait peur. Il fait peur à beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, débridement, j'ai pas mon cours, fait qu'on met un stop. Fait que là, je vais passer tout de suite dans quel cas qu'on ne débride pas pour dire, bon, OK, ça c'est clairé, maintenant on va passer à la suite. Donc, dans quel cas, c'est une plaie au talon. Okay? Même si on a un potentiel de cicatrisation, on a une plaie qui est bien fermée, qui est bien scellée, que ça ne bouge pas en dessous, on n'y touche pas. Même si la vasculaire a passé et a dit oui, il y a une belle circulation, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment pas de vaisseau dans un talon. Et si on ouvre la porte, qu'une bactérie rentre, bien là, on est dans le trou. Ensuite, bon, évidemment, l'insuffisance artérielle, quand on n'a pas de potentiel de cicatrisation, on n'y va pas, on ne veut pas ouvrir quelque chose qui est fermé, on ne veut pas ouvrir la porte. Les conditions d'usager aussi, je veux dire, le patient qui est en phase terminale, est-ce qu'on va aller commencer à débrider? Non. On va se garder une petite jungle, là, c'est pas utile. Puis, dans les cas d'étiologie inconnue, comme les ulcères atypiques avec composantes inflammatoires, ces patients-là, à l'hôpital, on espère qu'ils vont être diagnostiqués, mais sinon, ils se présentent avec des plaies comme, je ne sais pas trop, mais ils sont tellement douloureuses, sont tellement gonflées avec un pourtour violacé, tu dis, il y a une petite cloche qui dit « Oh, j'y toucherai pas ». Puis c'est bien grave. Maintenant, c'est pas qu'on n'est pas dans ces catégories-là. Ça serait quoi les sortes de débridement que tous les intervenants peuvent effectuer? Tu ne pourras pas manger, il faut que tu répondes tout le temps. L'irrigation. Oui, l'irrigation qui est, c'est vrai, c'est une forme mécanique. Oui, donc c'est les mécaniques. Je vais vous aider. Fait que, des débridements que
l'infirmière auxiliaire, l'infirmière qui n'a pas nécessairement un cours avancé. On a le mécanique, l'irrigation. Ça peut être aussi fait avec une compresse, avec une pince. Il n'y a rien de coupant là-dedans. C'est dans le mécanique. Le chimique, ça pourrait être, dans le chimique, on a les compresses de Daquin, mais en tout cas, bémol là-dessus. Il y a le nitrate d'argent aussi, que c'est du chimique. Autolytique, c'est quand on utilise les propres enzymes, parce que nos corps sont tous faits pour nettoyer une plaie. On se blesse, on voit que ça coule, une petite croûte jaune, terreuse, bien, notre corps, c'est ça. Sauf que dans certains cas, les gens qui sont immunosupprimés, qui ont tout leur système immunitaire diminué, bien, on n'ira pas avec quelque chose qui favorise le développement autolytique, il n'aura pas. Ça a besoin des globules blancs. Ensuite, enzymatique, on connaît le centile. Puis, il y en a un autre qui s'en vient, là, mais je ne sais pas grave. Puis, biologique, bien, souvent, ici au Québec, c'est pas un développement qu'on utilise intentionnellement. Ça peut être dans la communauté par accident qu'on trouve un petit asticot, là, mais on le retire pareil juste. C'est ça. Alors, les autres formes de débridement, ça serait chirurgical conservateur, qui là, demande une formation spéciale, et chirurgical ou avec ultrason, qui est plus fait par les physiothérapeutes. Après ça, il n'y a rien vraiment de nouveau à ce qu'on a vu en 2010. Et le changement, il est plus dans la troisième étape, qui est le remodelage des bords de plaie. Voilà. Les bords de plaie, pourquoi lorsqu'on évalue une plaie, on doit, puis souvent, puis moi la première, c'est que quand on demandait nos feuilles, bon, c'est-tu attaché, pas attaché, puis on répond à la question, mais on se pose-tu la question pourquoi? Pourquoi c'est si important d'observer nos bords de plaie? Donc, c'est qu'il faut se mettre en tête qu'une fois que notre fond de plaie a monté, bien, il va y avoir une migration des cellules. Et tout ce qui représente un obstacle à cette migration-là empêche la cicatrisation. Donc, à l'esprit de nos petites cellules, donc, lorsqu'on fait le remodelage, on retire les tissus dévitalisés, les croûtes, tout ce qui peut contenir des bactéries des bords. Puis on s'assure aussi que les bords soient nivelés avec la plaie pour vraiment faciliter l'épithélisation. Puis de quelle façon? Bien là, selon nos compétences. Donc, notre infirmière auxiliaire peut prendre sa compresse ou si on n'a pas de formation, on prend notre compresse et on frotte les bords. Parfois, les bords sont tellement roulés depuis longtemps qu'il va falloir une méthode un peu plus drastique, mais c'est pour ça qu'on dit que ces étapes-là devraient être faites très rapidement dans les soins de plaie, qu'on n'attend pas que ça devienne roulé. Donc, plus on le fait rapidement, moins les tissus ont eu le temps de s'épaissir, donc c'est plus facile. Donc, compresse, pince, curette, scalpel avec celles qui se sentent confortables. Dans les années 2019, dans ce coin-là, il y a eu une technologie qui, par fluorescence. Donc, ils se sont rendus compte que, on pensait à bien nettoyer nos plaies, puis, regardons ça, les bactéries sont surtout alentour dans les tissus qui n'ont pas été retirés, dans les croûtes. Donc, c'est ce qui a probablement amené là, cette troisième étape pour dire on n'y porte pas assez attention, il faut qu'on le fasse. Maintenant, ça c'est quand je vous dis penser à vos cellules, c'est que quand on a une plaie avec tellement de croûtes, c'est vraiment difficile pour les cellules d'aller migrer. Fait que, voici un exemple où les bords qui sont non attachés, roulés, en tout cas, moi, j'ai le vertige facilement, puis j'imagine une cellule de mon corps qui dirait non, moi, tu ne vas pas. Souvent, on va parler de falaise ou de plage, puis on veut une plage, puis c'est ce que j'ai entouré, là. C'est vraiment quelque chose une belle pente douce. C'est facile de visualiser que nos cellules vont pouvoir migrer. Bon, après ça, il y a l'application d'un pansement. Là, les mots juste de pansement. Souvent, les gens pensent à soin de plaie, ils pensent à pansement, mais qu'est-ce que je vais mettre?
une infirmière, à un moment donné, m'avait dit, écoute, c'est pas compliqué, les enfants, là. Il y en a qui retiennent l'humidité, il y en a qui enlèvent le surplus. C'est ça que tu dois obtenir. Okay? Donc, quelle sorte de pansement? On va y aller avec un antimicrobien parce qu'on sait qu'il y a des bactéries. Fait que là, on les a perturbés. Il y en a qui sont à l'état planctonique, donc ils sont plus abrités. Fait que si on leur met un pansement antimicrobien, ben go, ils vont pouvoir en éliminer une coupe. Puis le reste dépend de la plaie. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on a. Est-ce qu'on a une plaie qui coule ou non, ou bref. Donc, ça faisait plusieurs années que des personnes me disaient ça serait le fun d'avoir un tableau pour nous aider. C'est sûr, nous, on n'en fait pas des soins de plaie. Fait qu'on peut-tu avoir un guide? Il y a tellement de sortes de pansements. Puis quand on entend les représentants, c'est sûr que leur pansement est toujours le meilleur. Donc, j'ai fait ce tableau-là avec, selon l'exudat, la quantité d'exudat. Donc, l'absence d'exudat, c'est quoi notre but? Peut-être que vous allez mieux voir comme ça. Donc, c'est quand il n'y a pas d'exudat puis qu'on a un potentiel. Tu sais, je ne parle pas là, des exceptions. Je vais vraiment avec en majorité. Donc, on veut protéger et hydrater. Donc, ici, c'est les classes de médicaments qui seraient adéquats. Maintenant, quand on veut maintenir et ainsi de suite. Donc, exudat modéré. Fait que ça donne une idée que, fibre gélifiante ou mousse ou alginate, c'est beaucoup mieux de retenir quelle classe que de retenir non, je ne dirais pas, un type de pansement en particulier. Donc, on veut, bon, bref. Alors, en passant, j'ai fait ces tableaux-là à partir des documents de l'INES. Si vous avez la chance, c'est vraiment quelqu'un qui est curieux, qui veut, les documents de l'INES sont tellement bien faits, en plus, ils datent de 2023, fait qu'on s'entend qu'ils sont vraiment à date, là. Je vous encourage. Et par la suite, on parle d'antimicrobiens, mais quelle sorte? Tu sais, la plupart. Je vais vous poser la question. Nommez-moi des sortes d'antimicrobiens que vous connaissez dans les soins de plaie. Les pansements à base d'argent. J'étais sûre que c'est lui qui allait sortir. Oui? Le polysporin, tout simplement. Oh! Fait que c'est un antimicrobien, mais je suis tellement contente de ta réponse. Les antibiotiques topiques sont à proscrire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on s'est rendu compte que, bon, de un, ça cible une sorte de bactérie, genre telle bactérie. Et deuxièmement, c'est que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des résistances à ces antibiotiques-là aussi. Certains pays, eux autres, ils ont décidé de carrément les mettre derrière le comptoir. Et comme polysporin qui contient souvent triple action, donc l'anoline, puis c'est des risques de résistance, ensuite de réaction allergique. Puis dernièrement, j'ai été à un congrès de RQSP, puis il y avait un dermatologue qui parlait justement des dermatites de contact. Puis parfois, tu vois quelqu'un avec une plaie, puis tu dis, ouais, non, donc, puis tu poses la question, bien, c'était quoi le traitement? Puis, je veux dire, c'est dans notre. Un peu comme il y a. OK, je vais finir une phrase. Il y a quelques années, on disait tu laisses sécher ta plaie, la croûte va tomber, puis ça va être guéri. Après ça, c'était on va mettre du polysporin. Les médecins, Bactroban, polysporin. En fait, ce qu'on veut avec ces produits-là, c'est un corps gras qui va empêcher de sécher la plaie, qui va favoriser. Bon. Ça, c'était pour les antibiotiques le moins possible. Il y a un État aux États-Unis où c'est que le MRSA, il est même plus, il est tellement résistant qu'il ne répond plus à, c'est quoi, le Bactroban, je pense? En tout cas, ben. Donc, on s'en va vers là aussi. Le moins possible des antibiotiques. Donc, on a parlé d'argent. Oui, l'iode. Il y en a un qu'on aime bien en première ligne, c'est le miel. Le miel. Ah oui, le miel. Je l'aime beaucoup. Ben, eux autres. OK. Il n'y a pas de pansement ou de produit parfait. Il faut y aller selon. Bon, là, je vais vous amener ici. Donc, il faut y aller aussi selon qu'est-ce qu'on observe. Okay? Donc, l'argent, il est utile. Bon, avec ici les exemples de produits commerciaux, j'ai mis les particularités. Puis ça, c'est tiré de l'INES. Okay? J'ai rien inventé. Donc, l'argent, il faut qu'il y ait un minimum d'écoulement, sinon, il ne sera pas efficace.
le bleu de méthylène. Donc, lui, il faut quand même qu'il y ait un petit coche de plus d'écoulement. Le cadexomère d'iode, donc l'iodosome, lui aussi, parce que, surtout lui, dans le sens que pour qu'il relâche sa molécule d'iode, il faut qu'il ait absorbé une molécule de liquide. Fait que si tu mets de l'iode, cette pâte-là, sur une plaie, elle va coûter, ça ne sera pas utile. Donc, minimum d'exudat. Le miel médical, ben, il ne faudrait pas que ta plaie coule trop, parce que ta plaie va laver un peu ton miel, et ainsi de suite. Donc là, j'ai mis les caractéristiques. J'ai mis aussi les antimicrobiens, bon, avec la petite légende ici, un effet sur le biofilm, non. Puis là, non cytotoxique, c'est parce que malheureusement, ils ne l'ont pas dit à chaque classe, là, mais si on regarde pour la chlorhexidine, qui est très aimée, bon, de un, il n'y a pas d'effet sur le biofilm. De deux, il n'ajoute pas d'humidité non plus, puis il est incompatible, bref, puis il peut laisser des fils. Ça va selon aussi nos expériences. Je veux dire, avec tel genre de plaie, moi, j'aimais utiliser ça. Mais ce qui est important, c'est que les antimicrobiens devraient être prévalus aux 2 à 4 semaines. Parce que ce qu'un chercheur nous disait, c'est que, supposons qu'on va avec l'argent, et là, on fait nos études cliniques, tout ça, puis on dit, wow, on a diminué drastiquement de log le nombre de bactéries d'une certaine classe de bactéries, mais celles qui ne prennent pas en charge, eux autres vont en profiter pour augmenter. Fait qu'on se retrouvait avec, pas une résistance, là, mais disons que celles qui n'étaient pas prises en charge en profitaient pour prendre la place. Donc, eux, ce qu'ils suggéraient, c'est qu'à moins qu'on voit une belle amélioration, on ne change pas le traitement. Mais si à un moment donné, on est sur un produit, puis après, je ne sais pas moi, 3, 4 semaines, là, coudonc, on peut-tu changer de sorte d'antimicrobien? Ça donnerait un plus. Je reviens. Non, c'est parce que je pense que c'est intéressant d'aller voir avant de dire tel produit, je ne l'aime pas, ou il n'est pas efficace, ou il est dangereux, c'est peut-être d'aller voir dans quel cas il a été utilisé. Tu sais, si j'ai utilisé, je ne sais pas moi, de l'hydragel avec je ne sais pas trop quoi, puis que ça a donné un résultat catastrophique, ce n'est pas nécessairement le produit comme tel qui a provoqué ça, c'est peut-être parce que ce n'était pas la bonne combinaison. Donc, c'est intéressant d'aller justifier ou se renseigner aussi c'est quoi les produits puis c'est quoi leurs avantages. Donc, c'est pour ça que je m'excuse tantôt là, pour dire la remarque, je pense que c'est Véronique qui a dit que certaines classes, groupes de médecins n'aiment pas tel produit. Ça serait pour voir, il n'y a aucune recette parfaite. Il y a trop de sortes de plaies et de traitements qui doivent être adaptés à la plaie. Il y a un représentant qui disait, qu'est-ce qu'elle te dit, la plaie? Bon, ça revient un petit peu à ça. Voilà, j'ai essayé de rattraper le coup. En résumé, donc, pour l'exécution des tâches d'hygiène des plaies, si on regarde selon nos tissus, nécrotiques squameux, tissus de granulation malsain, ici, une chercheure a dit c'est comme la gingivite des plaies. C'est un tissu qui est gonflé, qui est rouge, qui saigne facilement, un peu comme les dents. Donc, dans ces cas-là, j'ai mis en rouge pour dire que cette sorte de débridement-là, mécanique, tout le monde peut le faire. Okay? C'est sûr qu'il y a les autres aussi. Puis, quand on a une granulation simple, là, on peut y aller un peu plus mollo. C'est dans ces cas-là, c'est qu'on va mettre un pansement puis qu'on va laisser 5-7 jours parce que la plaie est en voie de guérison, fait qu'on n'a plus besoin de la harceler, si vous voulez. Puis, j'ai mis aussi dans l'intensité du remodelage, quand est-ce qu'on arrête? Quand on voit des petits picots de sang rouge, OK? C'est qu'à ce moment-là, c'est dire, OK, là, c'est efficace. Parce que bien souvent, on est un peu trop doux, puis des bords roulés, si on est trop doux avec ça, ça ne changera pas.
Et les contre-indications, ça revient un peu à ce qu'on a dit précédemment, mais on a tellement peur de faire de tort à nos patients. Donc, lorsqu'on a une étiologie de la plaie qui est inconnue, surtout si le patient est très souffrant, moi je voudrais faites attention. Quelqu'un qui serait sous anticoagulant, je pense qu'en étant infirmière auxiliaire, on a un jugement clinique. On est supposé avoir du gros bon sens. Donc, faites-vous confiance aussi. Là, si vous voyez que le sang dégoutte à terre, puis que là, il fait de l'anémie, peut-être qu'on est allé un petit peu fort. Là. Mais sinon, ça ressemble à ça. Puis évidemment, de faire attention quand on a des cas de vasculite. Les plaies malignes, ça ne tentera même pas de les débrider. On les regarde, ça se passe saigner. Donc, ça serait les contre-indications. Voilà. Et les références que j'ai écrites. Et maintenant, c'est les questions. On a une question en ligne. Qu'est-ce que vous pensez, que pensez-vous de la flamadine sur le brûlure? C'est plus recommandé parce que d'abord, il y a le sulfat. Donc, beaucoup de gens sont allergiques et la quantité d'argent dans la flamadine est excessivement élevée. Puis, ce que ça montrait souvent, c'est qu'à force d'utiliser la flamadine, on se retrouvait avec des pseudo-escarres. Donc, c'était comme une espèce de croûte de tissu dévitalisé, un mélange qu'il fallait débrider par la suite. Donc, c'est de plus en plus délaissé. Vous avez dit qu'il fallait utiliser tout le temps un antimicrobien? Dans la phase inflammatoire. OK, au début. Oui, parce que la phase inflammatoire, c'est la période où c'est que, je vais prendre l'analogie que j'adore, c'est la maison qui est endommagée. Donc, soit avec un bris de tuyau ou un feu. Donc, les 4 phases, c'est qu'on arrête la cause, on gère la cause, après ça, il y a un nettoyage à faire. On ne peut pas le construire sur un 2x4 qui est moisi, du DPRA qui est tout, on oublie ça. Donc, la phase d'inflammation, c'est la phase de nettoyage. Et c'est cette phase-là qui est problématique, que les plaies restent prises là-dedans. Donc, on y va avec, parce que notre hygiène des plaies, puis on sait qu'il y a des bactéries, fait qu'on y va avec un antimicrobien. À un moment donné, quand on voit que, oups, on est en prolifération ou en granulation, on peut tourner à quelque chose de... Puis, à mon niveau, à moi, nous, ce qu'on traite, c'est des plaies de chirurgicales. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on y va avec la phase inflammatoire quand même? C'est des plaies qui sont belles. S'ils sont belles, on y va. Je veux dire, là, vous avez le pansement, je pense, qui est en post-op, ou c'est pas toutes les chirurgies qui l'ont? Les pansements pauvres, là, c'est pas toutes les chirurgies qui l'ont. C'est pas toutes les chirurgies. C'est urologique, là. Nous, c'est du polysporin à tout le corps. C'est les médecins, les circoncisions, cure d'hydrocèle, ils mettent du polysporin. En fait, tu sais, je comprends le principe. Ils veulent un corps gras, ils veulent pas que ça sèche. Ouais. Parce que d'un, c'est très douloureux, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus problématique. Qu'est-ce qu'on devrait mettre à la place? La vaseline, c'est encore Moi, j'aime bien la vaseline. La vaseline, tout simplement? Oui. Okay. Quand j'ai commencé à Sainte-Rose, il y avait les chirurgies de Mauss. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un cancer. Le dermatologue ou le chirurgien retire la tumeur et parfois, on se retrouve avec un trou. Et il y avait une chirurgienne qui nous faisait remplir de vaseline, un telfat grandeur de la plaie et une compresse. Alors, je savais, ben voyons donc, pourquoi? Puis, le patient a demandé, puis elle avait répondu, vaseline, en fait, c'est l'ingrédient qui se retrouve dans tous les produits, mais il y a juste la vaseline. Donc, tu n'as pas de risque de faire une réaction allergique à ça. Et c'est ça, ça procure l'humidité. Ben non, ça empêche le dessèchement parce que la vaseline ne donne pas d'humidité comme, je sais pas, une crème hydratante, mais elle empêche que la plaie s'assèche. Ça protège les terminaisons nerveuses aussi. Tu sais, je veux dire, j'imagine qu'un petit garçon qui se fait circoncire, puis c'est un peu vite, c'est le corps gras, en fait, qui est utile. Fait que vaseline, nos petits sachets de vaseline, hein. OK. Ouais. Puis, je reviens à ma question. Les plaies chirurgicales, est-ce qu'ils sont en phase inflammatoire et on devrait débuter avec un antimicrobien?
antimicrobiens à ce moment-là? Moi, non. Non, parce que tu n'as pas de signe comme de quoi. Tu sais, c'est normal, la phase d'inflammation, c'est quand il reste prise dans une phase inflammatoire. À ce moment-là, ton nettoyage doux, c'est bien parfait. C'est vraiment quand on reste pris dans la phase inflammatoire, c'est rare. Ben, ça peut arriver dans une plaie chirurgicale, là, mais c'est plus les plaies difficiles à guérir, des ulcères de jambes et des plaies aussi qui ont beaucoup de tissus dévitalisés, on appelait dans la fibrine dans le temps, là, mais avec plein de déchets. D'autres questions? Pour les verres blancs sur quel type d'antimicrobiens utilisez-vous et de débridement? Pour les verres blancs, là, les asticots? OK. Ben, je veux dire, oui, ça arrive. Ça arrive, ça m'est arrivé, puis ils sont vraiment pas nuisibles. Il y a des thérapies, ça fait un très beau travail. Le seul problème, c'est qu'ici au Québec, on n'a pas, on les a pas, puis parce que c'est quand même classé dans les médicaments, donc il y a plein d'études. Donc, on a une plaie avec des petits verres, ben, on les retire, c'est tout simplement. Puis, on n'a pas besoin de mettre un antimicrobien, à moins que la plaie, parce que eux autres, ils mangent les tissus dévitalisés, puis ils relâchent une espèce de petit enzyme, là, mais on n'a pas besoin Il y a comme deuxième portion en question, le débridement aussi. Ça va dépendre pour choisir la sorte de débridement, bon, il faut, d'abord, moi, en tant que professionnelle, tu sais, je veux dire, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes limites. Moi, je suis formée pour le débridement chirurgical conservateur, donc ça serait peut-être mon premier choix, mais si j'ai une personne qui est très souffrante, par contre, je veux dire, oh, non. Okay? Si j'ai une personne qui est immunosupprimée, ben, même si mon pansement est marqué favorise le débridement autolytique, si elle n'a pas les globules blancs pour faire le débridement, oublions ça, là. Donc, le choix va dépendre de l'usager, va dépendre de mes compétences. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Là. On choisit le débridement qui est le plus adapté, puis à la quantité aussi de tissu dévitalisé. Si on a énormément de tissu dévitalisé, le centile, ben, je ne devrais pas dire le centile, la collagénase, peut être super intéressant, mais il y a le miel aussi qui est reconnu pour faire un débridement osmotique, là, si on veut. Une autre question. Oui. Pour les plaies cancéreuses, quel pansement est recommandé? Puis une deuxième question par rapport à ça. Est-ce que c'est un antimicrobien comme premier pansement, puis un second pansement selon l'équipement? Les plaies cancéreuses, souvent, ils vont saigner beaucoup et ils vont avoir une odeur. Donc, il y a les pansements avec charbon qui sont intéressants, sont très coûteux par contre, mais j'ai expérimenté à un moment donné les pansements à l'argent, les hydrofibres d'argent font un beau travail à ce niveau-là parce que c'est des plaies qui sont exudatives, donc on veut absorber. Donc, ça pourrait être le premier, ça pourrait être l'hydrofibre d'argent. Puis, par la suite, ben, des pansements qui absorbent. Je suis là comme si c'était un cancer du sein, là, mais c'est l'image que j'ai. Donc, ça serait l'antimicrobien, l'argent contrôle bien les odeurs, ce que j'ai expérimenté. Puis, après ça, c'est selon l'absorption qu'on veut. Si on n'a pas accès au carboplex, au charbon activé. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle ou en ligne, ça serait la fin de la présentation. Merci beaucoup. Merci.